Salut et bienvenue dans cet épisode du Théâtre en 3 actes, et aujourd'hui on va quitter le fun. Tu me mets au chômage? T'y es pas déjà? Eh attends, t'as pas coupé tes cheveux toi? Vous allez pas commencer. En effet, j'ai plus de cheveux, et aujourd'hui on va quitter Molière pour se plonger dans la tragédie avec Phèdre de Racine. Je sens que ça va être chiant. Que tu crois? Les tragédies sont remplies de meurtres, d'inceste, de mensonges, j'en passe. C'est l'ancêtre des feux de l'amour. En gros, dans cette série sur Phèdre, nous allons vous proposer un tuto sur comment gérer vos relations sentimentales. Ou pas. Sur ce, passons à la pièce. Hop hop hop! Avant d'attaquer les personnages, on va peut-être resituer la pièce dans son contexte, non? Cette pièce écrite par Jean Racine a été représentée pour la première fois le 1er janvier 1677. Des meurtres et de la trahison, quoi de mieux pour la nouvelle année? C'est une pièce de théâtre classique avec ses 5 actes, les vers de 12 syllabes, une journée, un lieu, une action. Par contre, il n'y a ni sexe ni violence. On appelle ça la bienséance, monsieur. En effet, dans le théâtre classique, les morts sont suggérées ou racontées. C'est pas une boucherie-charcuterie façon Saut. Ça, c'est parce qu'il n'avait pas After Effects. Bah, ça nous fait un point commun. Et pour l'histoire, au contraire de Molière qu'on a déjà un peu analysé, qui utilise des personnages contemporains à l'auteur, Racine veut utiliser, pour sa part, des personnages antiques dans un lieu antique. Faut être d'accord. Et on oublie tous les délires de Molière avec ses bourgeois, on ne prend que du noble. Attendez-vous donc à ne voir que des rois, des reines, des princes et des princesses. Même pas un petit pécor dans le fond? Du sang royal, on t'a dit. Allez, 2-3 serviteurs, pas plus. La pièce se passe donc à Trézène, en Grèce, durant l'Antiquité, et penchons-nous un peu sur les personnages. Pas trop quand même, hein. Tu connais les Grecs et l'Antiquité, ils avaient pas forcément de cheminée, mais ça ramonait bien comme il faut. Les ancêtres de George Michael, en somme. Bon, les personnages. À la base, cette pièce s'appelait Phèdre et Hippolyte. On commence par lequel? Honneur aux dames? On est chez les Grecs, faut pas l'oublier. Bon allez, on commence par Phèdre. Phèdre est mariée à Thésée, le roi actuel d'Athènes, avec qui elle a eu des enfants. Y a pire comme situation. Seulement, elle dépérit de jour en jour car elle est en secret amoureuse d'Hippolyte, le fils de Thésée. Alors pourquoi elle a pris Thésée et pas Hippolyte? Tu penses vraiment qu'elle a eu le choix? Surtout que niveau caractère, le père et le fils sont légèrement différents. Le fils est un modèle de vertu, alors que le père sautait sur tout ce qui bougeait. Et c'était de notoriété publique. Champion! Dans notre langage actuel, on appelle ça un connard. Je vous spoil un peu, mais dans le premier acte, on apprend que Thésée est très certainement mort. Genre 99,99%. Phèdre est donc libre et peut déclarer sa flamme comme elle le veut. Championne! Attends, elle a pas encore marqué. Sauf que notre cher Hippolyte est amoureux d'une autre femme, Aricie, nièce de l'ancien roi d'Athènes. Sachant que l'ancien roi d'Athènes est Égée, et qu'il est le père de Thésée, et qu'Aricie est la nièce d'Égée, tu as bien compris, il veut se taper la cousine de son père. Ah oui, Aricie, donc. Aricie, pour sa part, n'a rien contre Hippolyte, mais en veut légèrement à Thésée, qui a massacré ses frères, les Palantides, au nombre de 50. Bonjour les lapins, et bonjour le génocide aussi. Non mais c'était des traîtres aussi. Ce génocide nous demande donc point de détail. Oh non, t'avais pas le droit. Elle cherche donc, à la mort de Thésée, à reprendre le trône que ses frères n'ont pu avoir, et sera en concurrence avec Hippolyte et le fils de Phèdre. Autant Hippolyte elle l'a dans sa poche, autant Phèdre c'est pas gagné. T'avais pas dit que Phèdre était mourante? Si, mais la bougre a un allié bien coriace en la personne d'Œnone, sa servante. Si on fait un vague résumé de sa personne, c'est la seule qui tienne vraiment à Phèdre, et qui fera tout pour l'aider à vivre. Genre vraiment tout. Autour de ces personnages principaux, nous avons Théramène, le gouverneur d'Hippolyte, Comprendre nounou au masculin. et Ismène, la confidente d'Aricie, qui ne seront dans la pièce que pour introduire les personnages qui suivent. Ah bon? Vous êtes amoureux de machin? Et vous avez une dette à payer à bidule? Bon, vous voyez l'idée. Petit récapitulatif des personnages? Allez, c'est parti. Phèdre est mariée à Thésée et est amoureuse d'Hippolyte, qui est le fils de Thésée. Elle est mourante, mais veut se battre pour son amour et pour son fils. Pour sa part, Thésée se tapait tout ce qui bougeait, et est probablement mort. Hippolyte est un modèle de droiture et est amoureux d'Aricie. Œnone sert Phèdre et est prête à tout pour l'aider. Et pour finir, Théramène sert Hippolyte et Ismène sert Aricie. Maintenant qu'on voit que tout le monde a des envies plutôt opposées, voyons voir comment il gère tout ça. Scène d'exposition et notre Hippolyte parle avec son gouverneur Théramène de son proche départ. On est dans une tragédie, l'attendez pas à le voir partir. Ou peut-être les deux pieds devant. Il lui donne différentes raisons. La première est qu'il veut partir chercher son père. Ce à quoi Théramène lui répond que son père est peut-être en train de courir la gueuse ou la princesse dans une quelconque contrée. La deuxième est que Phèdre, sa marâtre, la femme de son père, ne veut pas voir sa tronche, et l'a déjà exilé pour ça. Parce que l'amour, c'est extrême.
Ce à quoi Théramène lui répond que plus ça va, mieux c'est avec elle. Il y a des améliorations. La troisième et dernière, c'est qu'Aricie lui a tapé dans l'œil, à lui, THE Hippolyte, qui ne fait pas comme son père en ne se tapant pas tout ce qui bouge. Ce truc de bonne femme aussi d'aimer. Ce à quoi Théramène lui répond qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Sa mère était une prêtresse, avec toute la chasteté et tout le tintouin qui va avec. Donc, si elle avait dû être à cheval sur ses principes, eh ben il serait pas là. Hippolyte voit ensuite que Phèdre arrive et décide de s'en aller parce qu'il ne veut pas la voir. L'exil qu'elle a exigé, ça a pas dû aider. On apprend donc que Phèdre est mourante et qu'on ne sait pas ce qu'elle a. On apprend aussi que Phèdre a un fils qu'elle doit protéger d'Hippolyte et d'Aricie, car ils sont les principaux rivaux au trône. Pour l'instant, elle lui dit juste qu'un enfant sans mère, ça pourrait lui poser des problèmes. Mais ça va évoluer. Phèdre lui avoue donc qu'elle aime Hippolyte et que c'est pour ça qu'elle dépérit, parce qu'elle souffre de ne pas la voir. Elle est un peu excessive, la madame. Et c'est pas fini. Eunon et elle apprennent, à la fin de l'acte, que Thésée est mort, ce qui permettrait à Phèdre de ne plus souffrir, vu qu'elle est libre de choisir qui elle veut comme époux. Au pif, Hippolyte. Rappelez-vous juste qu'Hippolyte est à fond sur Aricie. Ouais, on sent que ça va mal se passer. Cet acte commence par une conversation entre Aricie et Ismène à propos de la mort de Thésée, et une éventuelle prise de pouvoir. Oui, Thésée a tué tous les frères d'Aricie pour prendre le trône d'Athènes. Donc, Aricie est une héritière légitime. Sauf qu'elles sont conscientes qu'Hippolyte et le fils de Phèdre sont des rivaux sérieux, car mâle d'une part et fils du dernier roi de l'autre. Parce qu'on sait tous qu'avoir une paire de testicules, c'est indispensable pour être un bon souverain. C'est même incontestable. Elles viennent ensuite à parler d'Hippolyte, qui, selon Ismène, aurait quelques petits penchants pour elle. Bah si elle est pas moche, et pas trop conne. Ce à quoi elle s'étonne, car d'une part, Hippolyte n'est pas connu pour son amour des femmes. Comprendre qu'il était grec plus. Comprendre surtout qu'il ne s'y intéressait juste pas, qu'il avait vu ce que ça avait fait sur l'honneur de son père. Et d'autre part, Thésée avait interdit qu'on l'aime, de peur qu'elle ait des enfants et qu'il y ait une rébellion ensuite. S'il l'avait tué tout de suite, ça aurait simplifié les choses. Ouais, mais on n'aurait pas eu d'histoire. Arrive donc Hippolyte venant annoncer son départ à Aricie. Oui, il la fuit car il l'aime. Mais c'est complètement con. Mais en même temps, il se dit que ce serait dommage de louper une occasion de lui parler. Il lui dit donc qu'il l'aime et que tous les soutiens qu'il peut avoir pour son accession au trône, eh bien il les lui donne. Il y a le beau geste. Vas-y gamin, tu vas la pécho. Elle est partante, elle aime bien l'idée du mariage, et elle est pas contre l'idée du trône non plus. Mais elle préfère le mariage quand même. Ah, le pouvoir de l'amour. Cependant, Phèdre arrive pour parler avec Hippolyte, ce dont il n'a toujours pas envie, vu qu'il croit toujours qu'elle ne l'aime pas. La diplomatie, écoutons-la. Elle commence par parler de son fils, en disant à Hippolyte de ne pas lui en vouloir pour les fautes de sa mère. Ça peut être chaud, mais le bonhomme sait faire la part des choses. Donc, dans la situation, ça passe. Ensuite, c'est là que ça dérape. Phèdre balance tout ce qu'elle a sur le cœur, tout l'amour pour Hippolyte, en oubliant complètement son fils. Ce à quoi Hippolyte est gêné car il ne peut répondre favorablement à sa requête. Dans un langage actuel, elle s'est pris un bon râteau. Ça se dit encore cette expression? On finit donc l'acte par Hippolyte qui met sous silence le passage précédent. D'un autre côté, Phèdre était prête à mourir de son épée s'il ne voulait pas d'elle. C'est un peu malaisant. Il apprend que le fils de Phèdre est roi, donc elle est régente, donc elle a le pouvoir. T'as raison de te barrer mon gars, ça pue pour toi. Et il apprend aussi que son père, Thésée, en fait, ne serait peut-être pas mort. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Rien ne se passe comme prévu, c'est le bonheur. Voyons comment la suite se goupille. L'acte commence par Phèdre et Eunon qui conversent à propos de ce qui s'est passé en fin d'acte 2. En gros, c'est la séance potin entre filles. Petit plaid, chocolat chaud, histoire de cœur, ou de cul. Mais là c'est pas trop l'ambiance, vu le refus qu'elle vient d'essuyer. Phèdre se dit alors que c'est juste parce que les femmes ne l'intéressent pas, donc on peut lui faire miroiter le trône, ça l'attirera peut-être plus. Non. Elle envoie Eunon pour lui faire la proposition, mais qui revient? Moumou la reine des mouettes, qui revient, tout droit de l'océan. Mais non, Thésée. En effet, Thésée revient. Et Phèdre se sent pas très bien par rapport à ce qu'elle a dit à Hippolyte. Parce qu'autant les hommes qui vont coucher partout, on leur dit pas grand chose, mais les femmes elles passent un sale quart d'heure en 2 minutes. Pour être plus clair, une mise à mort. Donc, Eunon la convainc de ne pas se triturer les méninges, qu'au lieu de se laisser accuser, eh ben on va accuser Hippolyte en premier. Quand tu donnes le premier coup dans une bagarre, faut être sûr que celui d'en face ne puisse pas donner le second. C'est horrible mais vrai. Surtout qu'elles ont l'épée d'Hippolyte, avec elle, et les demandes d'exil de Phèdre envers lui pour preuve que quelque chose ne va pas, et ce depuis longtemps. Oh les salauds! Sale méchante personne. Les sales méchantes personnes. Ouais, enfin c'est surtout Eunon qui a eu l'idée, parce que Phèdre c'est la passivité incarnée. Plus passif que les Français sur la ligne Maginot, c'est pour dire.
Thésée fait donc sa première apparition, et tout le monde le fuit. Là, il se dit qu'il aurait mieux fait de rester là où il était. Mais il était où d'ailleurs? Parti chasser la gueuse... Parti chasser la noble dans le palais du roi des pires. Par contre, c'était pas pour lui, c'était pour son pote. Hein, on l'accuse pas de retomber dans ses vieux travers. De toute façon, c'est un tyran. Tu peux lui voler sa femme, personne te dira rien. À part peut-être le tyran en question. Et on apprend que son pote a été donné en pâture au chien du dit tyran, que lui a été jeté en tôle et qu'au bout de 6 mois, il a pu se libérer et donner à son tour le tyran à manger à ses chiens. C'est un grand nostalgique ce Thésée. C'est surtout Walker Texas Ranger. Il est increvable et il tabasse tous ceux qui le méritent en Grèce. L'acte se termine sur Hippolyte qui se demande ce que mijote Phèdre, vu l'état dans lequel il l'a vu précédemment. Elle fuyait Thésée, elle était en pleurs, peut-être qu'elle va se suicider, ça se passera bien. Pour Hippolyte, tu veux dire? Parce qu'un suicide qui se passe bien... bon, acte 4. Eunon, la manipulatrice, explique la situation à Thésée. Ouais, Eunon, la langue de vipère plutôt. Hein. Ou la langue de pute, vous choisissez votre version. Parce qu'elle ne raconte pas trop la vérité. Elle raconte qu'Hippolyte serait amoureux de Phèdre depuis longtemps, d'où l'éloignement demandé par Phèdre. Allez, premier mensonge. Que l'épée d'Hippolyte, si elle l'a, c'est parce qu'elle l'a sauvé in extremis. Deuxième mensonge. Que si elle n'avait pas voulu en parler, c'était pour épargner Thésée. Ah, là, elle dit la vérité. À moitié. C'est vrai qu'elle voulait éviter les problèmes, mais ça c'était en général. Parce qu'il se serait trouvé bien embêté niveau honneur si un amour secret avait été dévoilé. Je dois te dézinguer pour te prendre ta femme. Je dois te mettre à mort pour protéger mon honneur et ma femme. Qui disait qu'on allait se faire chier pendant une tragédie? La réaction ne se fait pas attendre, Thésée rentre dans l'art d'Hippolyte. Non, pas ça, non. Et c'est au tour d'Hippolyte d'être passif face à ces accusations. Oh putain, j'imagine pas le couple s'ils avaient été ensemble. Ils auraient tous les deux végété en attendant une consigne. Quoique, il essaye de se défendre en disant qu'il est amoureux d'Aricie, mais résultat des courses, il est quand même banni. Et Thésée lui lance une malédiction en lui mettant Neptune au cul, ça mange pas de pain. Hippolyte part et Phèdre arrive, car elle a entendu qu'il y avait du bruit. Tiens donc. Elle s'inquiétait quand même, car elle ne veut pas de mal à Hippolyte. Elle avait un peu peur que Thésée l'ait tué. Elle apprend dans la foulée que si Hippolyte ne voulait pas d'elle, c'est parce qu'il aimait les hommes. Aricie. Donc là, pour Phèdre, c'est le craquage total. Premièrement, elle déprime. Elle veut faire assassiner Aricie. Pour finir, quand Eunon lui dit qu'aimer c'est normal, et qu'un petit meurtre de temps en temps pour assouvir son amour, c'est pas si mal, Phèdre l'accuse de tous ses malheurs et lui dit ne plus jamais vouloir la voir. On termine l'acte sur cette déception d'Eunon, mais ça va bien se passer. LOL. On retrouve donc notre Aricie qui enguirlande notre Hippolyte parce qu'il aurait dû se défendre, ce à quoi il lui répond qu'il ne voulait pas provoquer de problème. Parce que cette histoire est un long fleuve tranquille, tout le monde l'a vu. Ensuite, il lui propose de s'enfuir avec elle vers une autre cité de la Grèce. Mais d'abord, pourquoi pas le mariage? Là, il lui propose THE endroit tip-top, un cimetière. Ah ouais, toi t'as vraiment pas compris comment marchaient les femmes. Elle accepte, part donc Hippolyte et arrive Thésée, à qui elle met aussi une brassée en lui montrant que son fils, un modèle de vertu, pourrait être innocent. Elle a du tempérament la petite, j'aime ça. Bon, ça ne marche pas et Thésée se retrouve seul avec tout plein de questions en tête, comme par exemple, est-ce qu'il a fait le bon choix? Il demande donc à voir Eunon. Loupé, elle est morte. Comment ça, comment elle a fait? Une chute de falaise, ça pardonne jamais. Bon rattrape ton fils Thésée, tu peux le faire! Loupé, il est mort. Comment ça? Il était sur son char pour aller au cimetière pour son mariage, et là un monstre l'a attaqué. À croire qu'une divinité aurait pu lui en vouloir. Il l'a tué, mais ses chevaux se sont emballés, le traînant sur des kilomètres en raclant le sol. À la fin, c'était plus des lasagnes qu'un humain. Rattrape ta femme! Loupé de même. Quoi? Elle est morte elle aussi? En apprenant la mort d'Hippolyte et en racontant la vérité, ses dernières forces l'ont abandonnée. Et elle est morte. Il reste qui dans le casting, là? Aricie. Laissez-moi deviner. Il va la mettre en pièces car elle lui a volé son fils. Étonnamment, non. Il va la retrouver pour la prendre comme fille, car vu qu'Hippolyte disait la vérité, il n'a plus aucune raison d'en vouloir aucun des deux. Et c'est tout. Cette première partie se termine là-dessus. Un Thésée qui laisse mourir sa femme, et qui part pleurer son fils qu'il a condamné. C'est complètement con. C'est le principe des regrets. Vous l'aurez donc compris, dans une tragédie, peu importe ce que font les personnages, ils vont le regretter forcément à un moment. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, personne ne vous en voudra. Je vous retrouve donc d'ici peu pour le deuxième acte qui sera dédié au bon mot de la pièce, et ce sera rigolo parce que l'amour, c'est toujours extrême. Sur ce, je vous dis à la prochaine.